Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce énième numéro de votre magazine préféré. Le carrefour des personnalités se trouve ici et nous sommes heureux de vous savoir scotché, branché pour nous suivre sur Ingrid Kabongo TV, sur ses directs et bien évidemment vous verrez cette émission aussi sur Zoom Echo. Aujourd'hui, je reçois pour vous une légende du football africain, du football européen, bref, une légende du football. C'est un ancien footballeur, entraîneur et commentateur célèbre sur Canal+. Il est originaire de la Normandie et c'est en 1965 qu'il débutera officiellement sa carrière de footballeur à Évreux AC. Passant de FC Rouen à AC, Ajaccio, Stade Lavallois, c'est à Amiens que sa carrière de joueur prendra fin pour laisser place à celle d'entraîneur. Un sélectionneur de renom, victime de ses succès dus à sa traversée mondiale, a une ouverture d'esprit exceptionnelle et une légende en Afrique pour ce passionné et amoureux du ballon rond. Ayant vu mettre, dénicher ou encore accompagner des légendes telles que George Weah, Samuel Eto'o, Roger Mila ou encore Shabani Nonda, c'est plus d'un demi-siècle qu'il consacre à son art, le football. Surnommé le sorcier blanc, je crois que vous savez déjà de qui je suis en train de vous parler. Tout comme le titre de son ouvrage paru en 2021, c'est Entre nous qu'il choisit pour replonger dans ses souvenirs avec les hauts et les bas dans cette carrière. J'ai l'honneur et le plaisir de le recevoir rien que pour vous aujourd'hui. Claude Nora, bonjour. Bonjour Ingrid, comment ça va? Ça va? Et toi, comment tu vas? Très bien. En forme? Oui, oui, en pleine forme. Alors aujourd'hui, on est sur Paris. C'est un réel plaisir d'être avec toi. On s'est vu dernièrement. Non, ça fait quand même un moment là. Ça fait. Dakar. Ouais, la dernière fois, c'était Dakar. Ouais. Et je me suis dit, je lui avais dit, d'ailleurs, je n'arrêtais pas de lui dire, il faut absolument que tu viennes d'entre nous. Il l'avait promis, aujourd'hui, c'est chose faite. Quand je promets, je tiens toujours mes paroles. Bon, quelquefois du temps, mais en général, je respecte toujours mes paroles. Bah écoute, on est patient en même temps. Et je me suis dit, quand j'ai fait ta petite présentation, t'en as pensé quoi? Ça correspondait bien C'est bien toi. à la réalité, oui, c'est ça. Alors, Une vie d'aventurier. Le sorcier blond, cet ouvrage qui est paru en 2021, où tu y racontes tout de toi dans le football. Alors, en dehors. Et en dehors. Et c'est ça qui m'a sorti. C'est surtout le côté qu'on a, c'est qu'on connaît Claude Leroy parce qu'on le voit en sélectionneur, qui a sans doute les bonnes techniques, les bonnes tactiques, on va dire. Mais il y a un côté personnel qui, en tout cas, je vous y invite. Il faut. Alors, ça c'est bien vendu, à ce que je sache. Oui, oui, ça se passe très bien. Oui, ça continue, étonnamment, ça continue à bien se vendre. Je reçois beaucoup de courriers. Enfin, chez Artaud, ils sont contents. Quelque chose d'autre en préparation? Oui, je travaille en ce moment sur une espèce de polar. Il y a des dizaines d'années que je rêvais d'écrire un policier. Donc, j'ai lancé les trames d'un policier. Et puis, j'ai envie d'écrire un roman aussi, là, qui sera bien sûr dans le monde du foot. Mais la passion amoureuse dans le monde du football, ça peut arriver aussi. Je vois vraiment que j'ai l'impression que vous étiez né avec un ballon dans les pieds. Hein, j'ai l'impression. Ma passion a été. C'est pour ça que je conteste un petit peu le terme, c'était une vocation et tout. Je pense que la vocation, elle est déterminée par le regard des autres. Dès mon plus jeune âge, quand j'avais 3-4 ans, les 6-7 ans me demandaient de jouer avec eux. Quand on fait les pieds comme ça pour tirer les équipes, toujours j'étais surclassé par mes copains, quoi. Mes copains à l'école. Mes parents, j'habitais, moi, j'ai toujours habité d'enfants dans les écoles puisque mes parents étaient enseignants. Effectivement. J'habitais dans l'école où mes parents enseignaient. Et donc, ta grand-mère disait, oui, non, c'est sa vocation. Je dis, non, c'est pas une vocation, on vous donne la confiance dont vous avez besoin pour en plus progresser. Comme il y avait des préaux, on pouvait s'entraîner sur les préaux. Puis moi, j'ai toujours été surclassé dès le plus jeune âge. Et je n'ai jamais imaginé, aux grandes dames de mes parents, ceux qui liront le livre comprendront que je ferais autre chose que footballeur professionnel, quoi. Moi, j'avais un rêve, tout simple, c'était, est-ce qu'un jour, je vais faire un match en Ligue 1? À l'époque, ça s'appelait la D1, c'est pas la Ligue 1. Voilà, mon rêve absolu, c'était un match. Après, j'ai eu la chance d'en faire des centaines, mais c'était ça la quête
du foot pour arriver au plus haut niveau, c'était de côtoyer le plus haut niveau. Voilà. Comme quand on dit qu'on ne sait jamais ce qu'on deviendra plus tard, parce que ça a dépassé vos exigences. Vu Oui, après, oui. Après le travail, l'équilibre d'une vie avec le mariage très jeune, finalement, on se dit pourquoi souvent les footballeurs se marient très jeunes, c'est parce que peu ou prou, on se rend compte que finalement le mariage stabilise et permet d'avoir une vie beaucoup plus régulière et beaucoup plus saine. Et en plus, comme j'ai épousé une femme américaine qui sait ce qu'elle veut et tout, elle m'a cadré tout de suite. Elle m'a cadré tout de suite. Alors, du coup, je me suis posé une question. C'est qu'effectivement, je reviens un peu sur votre enfance au commencement été. Fils de François et de Vonette. Alors, oui, effectivement, vous grandissez et ça m'a rappelé des souvenirs puisque ce système a déjà été arrêté où ils habitaient dans l'école, les instituteurs. Bon, ils n'aiment pas trop ces termes. Vous avez dit maître d'école. Oui. Ils préfèrent. Ils vivaient dans l'école. C'était comment, du coup, cette vie-là? Une vie assez agréable, parce qu'on ne perd pas beaucoup de temps dans les déplacements. C'est clair. On descend de la maison et était arrivé dans la classe. Bon, j'ai eu cette chance, sans le vouloir, d'être très en avance très jeune. J'avais 2 ans d'avance, donc je suis rentré en 6e très jeune. Après le foot, t'as tout bouffé, donc j'ai laissé les études, mais j'ai toujours gardé quand même beaucoup de plaisir à faire du latin, à faire de l'allemand, à parler anglais. Maintenant, je vois avec mes petits-enfants, je retrouve toutes mes vieilles méthodes de pédagogue pour enseigner les maths. Ouais. Donc ça m'a fait un bien énorme. Bon, c'était le désespoir de mon père que je devienne professionnel et que je fasse pas l'ENA ou chirurgien, Mais il a vécu comment, du coup? trop mal, toujours. Il a, jusqu'à sa mort, 15 jours avant qu'il nous quitte, il m'a appelé dans sa chambre d'hôpital et il m'a dit finalement, tu as bien fait de ne pas m'écouter, mais c'était 40 ans trop tard, quoi. Comme quoi, effectivement, c'est vrai. Mais alors, je me demande justement, Claude était un élève comment? Ça paraît être prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que j'ai appris à lire à 4 ans, par hasard, parce que Très précoce. la femme de ménage, enfin, l'espèce de gouvernante qui avait la maison est tombée enceinte, enfin, elle était enceinte. Donc pendant un moment, maman n'avait personne pour me garder. Elle a demandé à l'inspecteur d'académie, ou à l'inspecteur primaire, si elle pouvait me garder un petit peu en classe. Et finalement, elle faisait le CP. En étant en classe, comme ça, au fond de la classe, j'ai appris à lire. Et d'un seul coup, elle s'est rendue compte que je savais lire et tout. Donc, de Karim en C1 et CP en CE1, en CE2 et tout, j'ai poursuivi ce cursus scolaire où j'étais toujours très en avance. Et puis au foot aussi, j'étais parallèlement. Et au piano aussi, c'est-à-dire je faisais les études. Ah, d'accord, le piano aussi. Parce que très, très, très jeune, j'ai fait beaucoup de piano avec un vieux prof de piano, une vieille dame, une vieille demoiselle qui s'appelait Mademoiselle Jans, qui était une ancienne prof du conservatoire. Mais à 14 ans, il a fallu que je choisisse. Ou je faisais du foot à haut niveau, ou du piano. Et elle s'est mise à pleurer quand je lui ai annoncé que je quittais le piano, que j'avais plus le temps de faire piano consacré et football. Et je regrette un peu maintenant, parce que je pense que c'est une question de volonté aussi. C'est comme les études, quand j'étais en fac et professionnel en même temps. Bon, j'ai tout de suite abandonné la fac et je n'ai pas beaucoup abîmé les bancs des amphithéâtres. Je les ai pas gâchés, c'est vrai parce que j'y suis allé très peu, mais je me rends compte que si j'avais été mieux organisé avec un peu plus de volonté, j'aurais pu concilier les deux. Mais bon, on ne revient pas sur ce qu'on n'a pas fait. Ah non, c'est stérile. Quelle musique a bercé ton enfant, ta jeunesse? Les musiques, c'est au départ avec mes parents, c'était Brassens, Brel, Ferré, Ferrat. En général, tous les chanteurs engagés. Mon père était très engagé politiquement. Il recevait les leaders politiques africains. Donc c'est parti de très très loin. Ouais, votre ouverture. Mon ouverture, justement, c'est en quête pour l'Algérie algérienne. Donc très vite, moi, j'ai été complètement baigné dans ce monde politique avec mon père et ma mère, les deux. Et
il se battait pour les indépendances, contre quelquefois la France, qui lui a valu quelques déboires à mon père dans ses oppositions politiques, parce qu'il était toujours candidat aux législatives. Et même que vous l'avez retrouvé, c'était difficile des fois de le voir rentrer avec... Oui. Après, métro Charonne, ce fameux soir au métro Charonne, où beaucoup de jeunes Algériens qui revendiquaient l'indépendance de l'Algérie ont été tués. Et mon père était à cette manifestation au métro Charonne, et c'est vrai que je l'ai vu rentrer dans un piteux état. Oui, c'était mes premiers souvenirs marquants des combats politiques et combats au sens propre. C'était pas seulement un combat d'idées, et là, c'était un combat basé sur la force. Mais voilà, ça m'a formé, ça m'a structuré. Ça... C'est un pays de réfléchir. Et ma première correspondante, d'une façon incroyable, quand j'avais donc 10 ans, au lycée de l'Aigle, ma première correspondante, à l'époque, on avait des correspondants avec ça, enveloppe magnifique, et toutes les couleurs et des timbres, était de Goma. Donc en 58, la première correspondante que j'ai eue, c'est très étonnant, c'était une jeune fille de Goma. Eh bien, vous vous imaginez, alors je me pose la question, c'est que quand vous voyez aujourd'hui ce qui s'y passe d'ailleurs à Goma, C'est pour ça quelle lecture vous avez? C'est pour ça que ça me touche d'autant plus. Tout ce qui concerne la RDC me touche bien évidemment à tous les points de vue. Parce que j'ai toujours répété, alors, quitte à me faire quelquefois des gens qui n'ont pas forcément de rester mes amis, en disant que c'était un gâchis, c'est un gâchis sportif, c'est un gâchis industriel, c'est un gâchis minier, c'est un gâchis économique. Ça devrait être un des plus grands pays au monde, pour moi, parce qu'il y a tout. Il y a tout. C'est un gâchis artistique. Enfin, il y a des artistes incroyables, des symboleurs incroyables. Il y a une vie, il y a une réflexion, ne serait-ce que dans la SAP aussi. À tous les niveaux, comme... À tous les niveaux. Et quand je vois ce qui se passe à Goma, je suis horrifié, quoi. Horrifié, comme si c'était pas suffisant, comme si il n'y en avait pas assez, comme s'il y avait déjà eu le Rwanda avant, ce génocide, et puis cette guerre qui a déjà eu en RDC, qui a fait beaucoup de morts, toutes ces femmes violentées, c'est absolument incroyable. Comment on ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'on a tous envie de vivre en paix, quoi. Moi, je suis un infatigable ambassadeur de la paix, de la tolérance. Alors, il y a des combats d'idées, ils doivent exister, ces combats d'idées. Mais pourquoi aussitôt faut-il que chacun montre sa force, sa puissance, quand on voit en ce moment, le monde est dirigé, pas partout, mais dans plein d'endroits, par des dictateurs, dans les pays les plus peuplés au monde. Et quand on voit Trump qui met la dernière main à cette musique dictatoriale, ça me fait peur, ça m'inquiète beaucoup, parce que jusqu'où est-ce qu'on va aller, quoi. Et vous aurez un message peut-être pour tous ceux qui sont à Goma? Tous ceux qui sont opprimés même dans le monde, on peut parler de ça, on a l'Ukraine et tout ça. Tous ceux qui sont partout dans le monde. Moi, je disais l'autre jour, je n'ai pas révélé des secrets, mais j'ai envoyé un petit message au président Macron, et je lui disais que c'était formidable sa reconnaissance de Gaza, tout en n'oubliant jamais qu'il faut préserver Israël. Donc, on a l'impression que maintenant, on est ou dans un camp ou dans l'autre. C'est-à-dire que il n'y a plus de possibilité de compromis, il n'y a plus de possibilité de tolérance. Quand on voit que tous les jours, dans l'est du Congo, des gens meurent, mais est-ce qu'on se rend compte qu'un mort, c'est peut-être 200, 300, 500 personnes affectées, 1000 personnes, parce qu'on annonce ça comme ça d'une façon légère. 25 morts ici. C'est juste un titre dans les journaux. Mais c'est des milliers de personnes qui sont touchées par une mort. Donc est-ce qu'on se dit, mais on ne va pas arrêter, on ne va pas continuer de se battre pour la paix, mais de se battre très fort pour la paix, mais de se battre avec des armes inoffensives qui sont des discours. Moi, je suis bien sûr tout ce qui s'y passe, et je n'arrive pas à comprendre que les gens, eux, ne comprennent toujours pas que ça ne donne rien, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut une paix. Alors, si on peut éviter tous les morts en amont, c'est quand même beaucoup mieux. D'accord. Merci pour ce message. Et ça nous entraîne loin du football, mais il faut pas avoir peur de prendre position là-dessus. Non, il ne faut pas avoir, mais surtout pas.
Surtout pas. Alors, du coup, on revient maintenant à votre passion, ou à ta passion, j'ai toujours du mal. Alors, Claude, je me dis, comment tu vas découvrir toi-même ton propre talent? Comment ça va occuper Non, tout ton espace que ça va... ce sont les autres qui vous font prendre conscience que vous êtes Bon, pas mal, quoi. Enfin, et puis bon, très jeune, c'est vrai que j'ai commencé à jouer très très jeune au plus haut niveau et j'ai commencé à marquer beaucoup de buts. mais passionné d'abord, avant tout. Oui, oui, je passe, mais toujours autant. Si aujourd'hui je peux voir 3 matchs dans la journée, je vais voir 3 matchs dans la journée. Je ne, je suis toujours heureux quand je sais que je vais aller voir un match de foot. Et puis bon, très vite, j'ai vu que j'arrêtais pas de grimper, jusqu'au moment où j'ai commencé à jouer en pro. Et puis à partir de là, une carrière a avancé tranquillement. J'ai fait des choix. Moi, je n'ai pas toujours fait des choix de club prestigieux et tout. J'ai fait des choix de vie. Comme après, dans ma vie de sélectionneur, je suis allé à des endroits que j'avais envie de découvrir. Ce n'étaient pas forcément les plus connus, mais j'avais envie de découvrir certains endroits. Et ça a été ça aussi. La Corse, je voulais absolument découvrir la Corse. J'y étais allé une fois, j'avais été ébloui. Donc, dès que j'ai eu une proposition pour aller en Corse, je suis allé en Corse. Quand je suis allé à Laval, c'est parce que ma mère prenait sa retraite pas très loin de Laval, alors que j'avais des propositions de Monaco. Et ma femme aurait préféré aller à Monaco. Mais moi, j'ai dit non, on va aller à Laval. Alors, j'ai fait des choix quelquefois sur l'humain. Et non pas forcément sur la carrière. Pas forcément sur... J'ai jamais été carriériste. Jamais. Ok. Et puis après, le hasard a voulu que je me retrouve très jeune sélectionneur du Cameroun. Et vous allez devenir un globe-trotter. Oui, oui. Mes chers téléspectateurs, rien que pour vous regarder avec nous cet extrait, on se retrouve juste après. À tout de suite. Claude Leroy, le sélectionneur. Ça va? Bonjour, ça va bien? Il n'aura eu que 2 mois pour découvrir ces nouveaux lions indomptables. Vas-y dans l'avion. Nous sommes à quelques kilomètres de Palerme, à l'hôtel Perla di Golfo. C'est ici que toute la délégation camerounaise s'est donné rendez-vous. C'est ici que commence l'aventure de la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas là pour accepter compromission. Vous n'aurez jamais un personnage politique dans un vestiaire, vous n'aurez jamais de gens inutiles dans les vestiaires. Ça sera comme toujours avec moi, ça sera réservé aux gens qui font le foot, c'est-à-dire les joueurs et ceux qui les dirigent, le staff. Tous les joueurs goûtent avec le... De retour dans votre plateau, dans mon parcours, toujours avec Claude Leroy. Rebonjour. Le sorcier blanc. Tu sais qu'avant, je disais le sorcier blanc. Mais quand j'ai vu le livre, j'ai dit le sorcier blanc, mais c'est moi qui me trompais. Mais non. Et je vois que dans toutes les journées, les gens se trompent. Des fois, c'est blanc. Bon. Alors, C'est parce que j'ai dit, Artaud et Flammarion, c'est quand ils m'ont dit qu'ils voulaient acheter les droits du livre, ils m'ont dit, le titre qu'on veut, c'est Sorcier blanc. Moi, j'ai dit, non, moi, je veux pas qu'il y ait de connotation raciale dans mon parcours. Sorcier blanc, ça me gêne. Si vous voulez mettre Sorcier blond, ok. Moi, mon titre original, au départ, c'était Pouce Ballon, parce que c'est comme ça que mon père m'avait fait faire des cartes de visite quand j'ai signé mon premier contrat pour me marquer son mépris par rapport à mon choix. Il m'a fait des petites cartes de visite pour marquer, il voulait marquer Claude Leroy Pouce Ballon. Donc, un clin d'œil comme ça, j'ai dit, bah, ça serait très bien Pouce Ballon. Ils m'ont dit non, ça fait un peu péjoratif. Donc, on va faire Claude Leroy, le sorcier blanc. J'ai dit ok, mais je ne voulais surtout pas que ce soit le sorcier blanc. C'est vrai, dans l'imaginaire collectif des gens, il y a eu tellement, pendant un certain temps, où le noir, c'était le côté restrictif, le côté négatif. On disait de quelqu'un, quand il n'avait pas de chance, oh, t'es noir, t'as pas de chance. Et il y a plein d'expressions comme ça, où noir, c'est proche du négatif. Et c'est ce contre quoi il faut se battre. Et moi, j'ai été élevé, justement, depuis mon enfance, dans cette bagarre contre tous les racismes, qu'ils soient de couleur, de religion, d'appartenance politique, qu'ils soient à connotation sexuelle et tout. Toutes les différences sont tolérables, toutes. À l'époque où, justement, dans votre carrière en tant que footballeur,
Qu'est-ce qui était le plus difficile à supporter? Comme depuis le début de ma vie, la connerie. Et je crois que c'est ce qui est le plus difficile à supporter. Moi, j'ai eu des conflits très importants parce que j'étais quasiment toujours capitaine, ou délégué des joueurs, ou vice-président de l'UNFP, enfin de l'Union nationale de football professionnel, avec des grosses responsabilités tout le temps. Et donc, bien, j'ai été bien évidemment toujours en conflit avec les dirigeants, quoi. Ok. Avec des très, très gros conflits. En 71, la seule et unique grève du football français, c'est en 71. C'est moi qui monte à la tribune du Congrès de Versailles pour faire voter cette grève à main levée aux 400 footballeurs qui étaient là. Donc, bien évidemment, la veille de cette grève, j'avais 15 ou 16 clubs de D1 de l'époque qui me voulaient. Le lendemain, j'ai été défait. Hein, parce que les dirigeants avaient peur en disant il va arriver. Ah, ils revendiquent. Alors que moi, au contraire, j'étais quelqu'un d'assez simple. Je bossais beaucoup à l'entraînement. J'ai toujours eu des relations formidables avec les entraîneurs. L'immense majorité des entraîneurs que j'ai eus étaient des gens remarquables. Mais c'est vrai que l'autorité imbécile, je n'ai jamais supporté. D'accord. Vous avez eu la grosse tête? À un moment donné, je pense je pense que quand j'avais 17 ou 18 ans, je plaisais à Sophie. J'étais un jeune footballeur qui commençait à être connu. On m'appelait, je commençais à faire quelques émissions de télé où j'étais invité et tout. Et je pense qu'il y a une période où on a l'impression que vous avez tous les droits, que le monde vous appartient. Tout est permis. Que tout est permis, mais très vite, j'ai pris conscience de tout ça et très vite, ça peut rentrer dans l'ordre. Je pense grâce à ma mère. Grâce à ma mère. Elle avait une influence. Qui avait une grosse influence, qui était une intellectuelle. Je discutais avec ma soeur l'autre jour et on se disait que on a l'impression, mais peut-être parce que la mémoire efface, qu'elle nous a jamais disputé de sa vie, quoi. Je pense que jamais ma mère a élevé le ton sur nous, depuis notre enfance, jamais. Mon père, de temps en temps, rose les brancards, mais et ma mère, c'était toujours en permanence l'explication. Et à un moment, je me rappelle qu'elle m'a dit, je pense que tu réponds de façon un peu pas très bien aux gens, tu penses que tu as tous les droits, tu n'as aucun droit, fais bien ce que tu fais. C'était ça ce qui était répété sans arrêt. Fais bien ce que tu fais. Voilà. Elle me dit, mais fais bien ce que tu fais, c'est bien faire vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas, être parfait en termes d'éducation, en termes de courtoisie et de politesse. Donc ma mère m'a très vite remis dans le droit chemin. Et puis après, j'ai gardé cette attitude. Mais je pense que quelques mois, effectivement, j'ai dû être un petit peu chiant pour les gens qui étaient avec moi. Pas jusqu'à exécrable, non? Non. Juste chiant. Pas exécrable, non, parce que je vois tous les trucs que je reçois de mes copains d'enfance et tout, de lycée, ils sont tous adorables avec moi. Ils ont tous l'air de dire que j'étais un gentil mec. Un bon mec dans la... D'accord. Alors, du coup, cette carrière de sélectionneur, c'était au dernier club où vous êtes resté. C'est là où vous êtes devenu sélectionneur, si c'est Amiens, si je ne me trompe pas. Comme entraîneur. Ah, voilà. Entraîneur-joueur. Oui, entraîneur-joueur. C'est très rare. Oui, très. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur. Et vous savez qui j'avais à l'école de football? Non, c'est marrant. C'est lui qui me l'a dit. Ah, je vais vous donner un scoop. Il y avait un tout jeune gamin qui avait 4 ans et demi ou 5 ans à l'école de football. C'était Emmanuel Macron. C'est pas vrai. Et un jour, c'est comme ça qu'un jour, il m'a appelé en me disant c'est le président et tout. J'ai dit, moi, je suis Premier ministre et tout. Parce que je pensais que c'était un ami qui me faisait une farce. Donc, il m'a invité pour le sommet Afrique-France à Montpellier. Effectivement. Et donc, à partir de là, on a noué une relation. J'ai fait en même temps, s'il y avait pas mal de voyages avec lui après. Mais oui, quand j'étais tout jeune entraîneur d'Amiens, c'était sa première année à l'école de football d'Amiens. Donc moi, j'avais 27 équipes à l'époque que je dirigeais parce que j'étais manager général du club. Donc j'étais entraîneur, j'étais joueur. Donc je bossais comme un dingue tous les soirs, tous les midis et tout. Et je connaissais pas tous les gamins de l'école
de foot, mais il en faisait pas. Mais comme quoi, il en faisait partie. Alors, sélectionneur ensuite du Cameroun dès 85 à 88, puis en 98. Mais j'aime dans ce livre, et j'aime aussi, puisque c'est une réalité, diriger Roger Mila. Qu'est-ce que ça donne? On avait joué l'un contre l'autre. Déjà? Dans notre carrière, Bien sûr. on n'était pas très loin au niveau de l'âge. Et Et votre plus grand regret, d'ailleurs, vous avez dit, c'est qu'il soit même reconnu comme l'un des meilleurs joueurs. je pense qu'à un moment, c'était un des meilleurs joueurs du monde. Roger, c'est la pureté technique. On peut passer 2 heures à l'entraînement avec lui sans qu'il fasse une seule faute technique. Quoi. Sa malchance, c'était, ce qui arrive quelquefois dans les carrières, c'est d'arriver à Valenciennes en France. C'était un club avec un président qui était encore de la vieille époque, qui le sous-payait, qui l'a exploité d'une façon indigne. Et donc, il serait arrivé dans un grand club dès le départ, mais il aurait la différence. Mais il a fallu attendre 90 quand même, et la Coupe du Monde, parce que je me suis battu pour lui. Parce que si les gens regardent, en 90, j'ai quitté le Cameroun, je suis devenu sélectionneur du Sénégal, on est dans le même groupe que le Sénégal à Annaba en Coupe d'Afrique en Algérie. Roger n'est pas dans l'équipe du Cameroun, il mange avec moi tous les jours à table, alors que je suis sélectionneur du Sénégal qui joue contre le Cameroun. Il passe toute sa canne avec l'équipe à ma table, et je me bats. Et je me rappelle, j'ai appelé la présidence en disant, mais comment il s'était qualifié pour la Coupe du Monde, comment vous pouvez nous passer d'un joueur pareil? Et finalement, quelques mois après, il est réintégré, il joue la Coupe du Monde, mais quelques mois avant la Coupe du Monde pour la Coupe d'Afrique des Nations en Algérie, il n'est pas dans les 22, à l'époque c'est 22. Donc, moi je n'en venais pas parce qu'il avait gardé toute sa magie. Et il va le montrer quelques mois après, en 90, en Coupe du Monde. Donc pour vous, sa particularité, c'est sa technique? Oui, c'est son sérieux, son professionnalisme. Toujours le premier à l'entraînement, toujours le dernier parti, bien avant Ronaldo et tout. Les pompes, les abdos, les trucs, il était un corps dédié complètement au football et une qualité de vitesse, d'adresse, de rouerie. En plus, il était malin sur le terrain. Moi, c'est le football que j'aime, que je revendique depuis. C'est un bonheur de le coacher? Oui, c'est un bonheur de le coacher parce qu'il n'a jamais posé le moindre problème. D'accord. Jamais. Moi, je lui disais, Roger, j'ai levé un petit peu le ton, il savait que c'était dans l'intérêt de l'équipe. Moi, mon métier, c'est m'occuper des joueurs, ce sont eux qui sont les joueurs importants de mon staff. D'essayer d'avoir les meilleures relations possibles avec les dirigeants, même si, hélas, il ne faut pas le dire, quelquefois en Afrique, certains dirigeants pensent beaucoup plus à eux qu'au football et qu'à leur équipe nationale. Et ça, vous en avez souvent été victime. Certains construisent à échelle régulière des maisons pendant leur présidence, au détriment de ce qu'ils pourraient apporter dans le foot, et surtout au football féminin, qui est encore pas assez considéré sur ce continent. Donc, oui, moi, j'aime les joueurs. Mais aimer les joueurs, c'est de ne pas leur faire de cadeaux. C'est d'être d'une grande exigence. Vous êtes reconnu pour une discipline. Oui, mais, rigueur. Oui, non, mais intelligemment consenti. C'est-à-dire que moi, je leur explique que si vous voulez faire une fête avec vos amis, si le DJ est mauvais, ou si les disques, si c'est sur des anciennes platines, si les disques sont rayés, si la sono n'est pas bonne, si les boissons sont de mauvaise qualité et tout, la fête, elle est gâchée. Pour le foot, c'est pareil. C'est-à-dire que tout est bien organisé pour qu'on puisse réussir à espérer faire quelque chose, en sachant qu'en face, il y a aussi quelqu'un, un staff, qui va organiser tout pour mettre à mal toutes vos convictions. Donc, bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut être d'une exigence totale. Pour ça que moi, j'étais très, très exigeant, mais en adorant, moi, en RDC, cette équipe que j'avais dénichée. On va en venir. N'allons pas trop vite. On est encore au Cameroun et on dit que vous avez l'œil pour dénicher. De toute façon, vous vous êtes très rarement trompé, pour ne pas dire sans doute jamais.
en décelant le talent de Samuel Eto'o, Oui, mais nous, qui est une légende du football africain, qui est l'idole des jeunes. c'est ce que j'aime quand j'ai déniché les Omambiik, les Karapiik, et même les Massing, Tato et compagnie dans des petits bleds de deuxième division. Parce qu'avant tout le monde, moi, j'avais créé la première équipe nationale locale. Je disais à Issa Hayatou à l'époque, organise un championnat d'Afrique des équipes locales. Donc bien longtemps avant, moi j'ai fait une équipe, dès 86, j'ai fait une équipe nationale locale, bien avant que le CHAN existe. Et on allait lancer des défis dans les provinces. Partout, l'équipe nationale, on allait jouer dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans la Damawa. Et au hasard de tous ces matchs, je découvrais des joueurs. C'est comme ça que j'ai découvert l'ossature de l'équipe qui allait faire la Coupe du Monde 90. Et j'ai fait la même chose après au Sénégal, j'ai fait la même chose après au Ghana, j'ai fait la même chose en RDC, à savoir, même si c'était plus difficile en RDC, de voyager dans RDC avec des avions qui étaient Air peut-être quelquefois qui me foutaient un peu la trouille. Un peu quand même. Mais moi, c'est ça. Je pense que la réussite, c'est le boulot, quoi. C'est le boulot et un œil. Effectivement, vous avez raison. Il faut avoir un œil. Il faut savoir que le talent, c'est la qualité technique, c'est de la vitesse gestuelle, la vitesse d'intelligence, la vitesse de perception. Donc, et moi, j'ai toujours eu cette chance de dénicher des joueurs. Pour Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il avait, selon vous, que les autres n'avaient pas? Tout gamin, il avait déjà une grosse personnalité. Qu'il a touché. Oui, naturelle. Une personnalité, on sentait qu'on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Moi, j'ai hésité. Ça a été très drôle avec Sam parce que j'avais ouvert pour la Coupe du Monde 98. Moi, j'étais directeur sportif du Paris Saint-Germain. J'allais quitter le Paris Saint-Germain parce que Michel Denisot quittait, donc je voulais pas rester sans Michel. J'avais donné mon accord à Strasbourg pour être manager général de Strasbourg. Et en même temps, le président Biya m'appelle pour me dire ça va plus du tout. Il faut bien me donner un coup de main pour la Coupe du Monde. Donc, je saute d'un job à l'autre et donc je pars à Yaoundé après qu'on ait quand même gagné avec PSG la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Dès le lendemain de la finale de la Coupe de France, je pars à Yaoundé et j'ouvre l'équipe nationale à tout le monde. Tous ceux qui voulaient venir faire des essais pouvaient venir. Donc j'ai découvert plein de joueurs comme ça, des Ndjanka qui marque un des plus beaux buts de la Coupe du Monde. Au hasard de tous ces essais, j'ai permis à tout le monde de venir. Il restait une heure, une demi-journée, une journée, selon ce que je voyais et tout. J'ai dit non, ça va pas, c'est pas le niveau, c'est pas. Et puis il y avait dans tous ces jeunes, il y avait Samuel. Et au début, j'avais fait une liste de 80, donc je l'ai gardé dans les 80, puis après 60, puis à chaque fois, je me disais, moi, il est tout jeune, il a quand même quelque chose qui donne envie de le regarder jouer, quoi, ça, à l'entraînement et tout. Et à la fin, quand j'ai fait ma liste des 22, je l'ai appelé pour lui dire, écoute, je vais te mettre dans les 22, mais ne revenez pas. Tu vas pas jouer, mais tu vas apprendre. Tu vas gagner beaucoup de temps. Au final, il a joué. Il a joué. En plus, il a joué. Mais je voulais lui faire gagner beaucoup de temps parce que je savais que ça allait être un joueur qui soit Ballon d'Or, qui devienne l'immense joueur mondial. Je savais que ça allait être un super joueur. Mais à quel niveau, après, on ne sait pas. La vie dépend de son travail, du quotidien, d'un mariage. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte dans une carrière qu'on ne peut pas prédire. Mais ce que l'on sait, c'est que le joueur a du talent pour aller très haut, quoi. Ah, d'accord. Mais alors, je me pose une question, Claude, c'est que, est-ce que vous réalisez réellement que vos compositions, quand on voit les victoires, par exemple, il y avait le sacre avec la CAF, avec la CAN, pardon, que vous avez gagné, avec les Lions indomptables, on réalise qu'au final, j'ai la tactique gagnante. On essaie toujours Moi, par exemple, la CAN de 88, quand on en reparle avec les joueurs certains là, ça ont disparu, mais quand on en reparle, ils me disent... les Marocains avaient un arrière-gauche qui avait une très grosse robe de balle et qui jouait très long, souvent sur Crimo, sur Boderbala et tout. Et nous, on avait des très bons joueurs dans le domaine aérien, comme Massing, Tato, Koundé et tout. Les regrettés, parce que les trois ne sont plus là. Et
j'avais délibérément laissé le côté gauche défensif marocain en demi-finale, il y avait 80 000 personnes. Donc les gens ne comprenaient pas bien pour que ce joueur récupère le ballon et balance, et nous on récupérait, et derrière on fabriquait notre football, on bâtissait et tout. Et je pense que tactiquement, c'est un des plus grands pièges tactiques que j'ai pu créer à l'adversaire dans toute ma carrière. On s'est qualifié, après on gagne la finale contre le Nigeria, difficilement, où on leur refuse un but, peut-être, enfin un penalty qui pouvait se discuter, donc ça s'est joué à très peu de choses, mais c'était beaucoup de gamins, indépendamment d'une ossature de pro, que j'avais découvert dans les équipes du Cameroun au hasard de ces matchs entre l'équipe nationale A et les sélections provinciales. Donc oui, moi j'ai toujours aimé réfléchir tactiquement. Avec le Congo-Brazza, par exemple, on a gagné au Nigeria qui n'avait plus été battu en compétition officielle depuis 40 ans. Parce que j'avais fait des fiches sur les murs de l'hôtel, partout, sur tous les joueurs nigérians qui avaient joué peu de temps avant contre la France en Coupe du Monde, et chaque joueur savait exactement tout de son adversaire. Et on a déroulé un football d'une qualité incroyable. Et on les a vraiment explosés chez eux au Nigeria en les sortant de la qualification pour la Coupe d'Afrique. Que Steve Razali, qui sortait le Nigeria, ça n'était jamais arrivé. Donc, oui, il y a plein de matchs comme ça où tactiquement, puis quelquefois, on les prépare aussi tactiquement. Et des fois, ça passe. Et ça ne marche pas toujours. Avec la RDC, par exemple, on fait une Coupe d'Afrique en Afrique du Sud où on est éliminé sans perdre un match. On fait 3 matchs nuls. Contre le Ghana, contre le Niger et contre le Mali. En jouant bien, on tombe. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, Claude, quand on est dans les périodes de... Pour moi, c'était terrible parce qu'on fait une bonne Coupe d'Afrique, on perd pas un match. Et on joue le dernier match contre le Niger, on est nettement supérieur, mais ils se mettent à 10 devant les buts, et ils ne s'occupent même pas. On ne sait pas pourquoi, ils n'avaient aucun intérêt, puisque de toute façon, ils n'avaient aucune chance de se qualifier. On n'arrive pas à marquer. Et on se retrouve éliminé, et ça a été une de mes grosses déceptions, parce que je pense qu'on avait une équipe pour aller loin, là. Mais bon, la vie du foot. Et comment vous viviez les défaites? Très mal. Avant? Très, très mal. Mais comment vous aimez pour réconforter ceux que vous amenez à... Non, mais déjà, il faut protéger les joueurs toujours. Dans l'intimité d'un bureau ou d'un vestiaire, il faut leur rentrer dedans s'il y a besoin de leur rentrer dedans. Mais publiquement, il faut toujours les protéger. Moi, je n'ai jamais attaqué un joueur publiquement, même s'il était responsable d'une défaite, comme ça a pu arriver quelquefois, parce que je pense que ça n'apporte rien. Mais une défaite, le plus dur dans une défaite, c'est le réveil le lendemain matin. De la défaite. On a toujours l'impression que ça passe mieux, non? Non, pas du tout. Déjà, on ne dort pas. Moi, je m'endors à 3 ou 4 heures du matin, mais à un moment où la fatigue gagne et on dort un peu. Et au moment du réveil, la première seconde, on a perdu. Et là, tout est amer, quoi. On revit le match. Moi, les réveils des lendemains de match ont toujours été terribles pour moi. Toujours. D'accord. On y arrive à la RTC. Vous savez que mon public attendait ça. Alors, Shabani Nonda, Trésor Loaloa, Biscotte Mbala, Trésor Mputu, Matou Monaroum. Tout ça sous Claude Leroy. À des périodes pas si différentes, mais bon, voilà. Oui, c'était... L'histoire de la RDC. L'histoire de la RDC, elle est très drôle. Elle démarre à Paris, pas loin d'ici, pour la fête, pour récompenser l'équipe de Tunisie qui venait de gagner la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie, où je suis invité. Et à l'ambassade de Tunisie à Paris, ce soir-là, il y a l'ambassadeur de RDC en France, qui est proche du président Kabila, qui à un moment vient me voir dans la soirée, parce que les gens, l'ambassadeur de Tunisie fait référence à ce que j'ai fait, tout ça, il est très content que je sois là. Bon. Et l'ambassadeur vient me voir et il me dit comme ça, Dorochef, il me dit, vous aimeriez entraîner la RDC? Je lui dis, j'adorerais entraîner ce pays. J'adorerais entraîner ce pays parce que, premièrement, c'est le premier pays d'Afrique subsaharienne qui s'est qualifié pour une Coupe du Monde. Et c'est pas rien.
Et deuxièmement, parce que j'ai eu une correspondante de Goma quand j'avais 10 ans, Un rappel, effectivement. que mon père a défendu Patrice Lumumba. Quand j'étais enfant, j'entendais toujours parler de tous les combats de Patrice Lumumba. Et donc, pour plein de raisons footballistiques, parce que ça a un potentiel, et le gâchis dont je parlais. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'aurais tellement aimé gagner un grand titre avec la RDC. Et puis voilà, le président Kabila me reçoit, je vois comment Constant Marie. Après, je crois qu'on a signé, d'ailleurs on a signé le contrat ici à Paris avec le ministre et tout, le président de la fédération. Et je suis parti à Guine, où ça a été une aventure. Une aventure incroyable. Une aventure formidable. Ouais. Formidable, parce que moi j'ai déniché Trésor Mputu, c'était du niveau de Samuel Eto'o. Hein. Comme vous l'avez toujours dit. C'était un talent exceptionnel, hein, à tous les points de vue. Quoi. Vous en avez jugé quoi de sa carrière maintenant qu'elle est finie, pour vous? Bon, je pense qu'il a aimé sa carrière parce qu'il a choisi comme ça, un peu... ou en Angola, non, il est allé... Il est parti en Angola, comme enfin, sport, après, on veut toujours rester à RDC, mais il aurait pu faire une immense carrière professionnelle. D'accord. C'est la pépite. Ah oui, non, j'ai eu, oui, à part Sam, Georges, Roger, il fait partie de Chamani, il fait partie de cette caste-là, quoi, des immenses joueurs. Il savait tout faire, tout. Je me rappelle, sur le terrain de Djeli, l'espèce de petit terrain qu'on avait, c'est un homme d'affaires belge qui avait mis ça à disposition. Hein. Bon, j'ai vite arrêté parce que je trouvais que les joueurs n'étaient pas hébergés à la hauteur de joueurs d'une équipe nationale, donc qui méritaient mieux que ça, donc bien évidemment. Mais bon, ça nous a permis de commencer à travailler, au moins. Première fois que j'ai vu le Trésor, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gamin-là, qui est aussi doué que ça? Et une anecdote avant, c'était avant un match de Coupe d'Afrique des nations en Égypte. En Égypte, effectivement. On jouait contre le Togo. Et j'avais remarqué que le gardien togolais anticipait très vite. Il avait ce temps d'avance souvent dans les matchs où il anticipait très vite. Il s'alignait très vite sur l'attaquant qui se présentait devant lui. Et la veille, avec Trésor, je lui ai dit, écoute, si tu te retrouves en 1 contre 1 à un moment, attends le dernier moment, parce que lui, il pique le ballon, parce qu'il va venir se jeter. Et le lendemain, il marque le but comme ça. Quoi. Oui, il a feinté et après il a mis. Il a piqué. Donc, c'est exceptionnel d'avoir des joueurs capables de reproduire un match, de travailler à l'entraînement à cette vitesse-là. Quoi. Et Trésor était capable de tout reproduire en match. Moi, j'ai dû, dans une finale de coupe de la CHAN de RDC, où il avait marqué, je ne sais plus, 5 ou 6 buts. Il avait marqué des buts du pied droit, du pied gauche, de la tête, sur des reprises de volée, sur des frappes enroulées, sur des frappes de l'extérieur. Il savait... C'est un talent exceptionnel. Donc c'est vraiment lui qui vous a le plus marqué. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Parce que, oui, vous avez parlé de Théovis. L'Afrique du Sud, cette action de funambule, de Biscotte, sur le côté gauche, à la 95 ou 96e minute. En plus, la RDC n'avait jamais battu l'Afrique du Sud. Il y avait au moins 100 000 personnes dans le stade, parce qu'il y en avait partout. Il y en avait des milliers sous les toits. Là. Et cette action-là de véritable funambule, quoi, le long de la ligne de sortie de but et tout, c'est une action absolument incroyable de talent. Moi, j'avais cette équipe là, de Mputu, Trésor, Matomo-Narum, mais plein de joueurs comme ça qui étaient des joueurs très doués techniquement, comme je les aime. On me disait que j'avais une équipe de nains de jardin. Mais 10 ans après, on a vu que Barcelone... effectivement, c'est retrouvé au final avec... Ils se sont retrouvés avec exactement le même profil de joueur. Moi, je pense.
J'ai pas cette, je pense que je me suis jamais occupé des gros costauds et tout, comme c'était la mode à une époque, il fallait que des gros costauds. Moi, je me suis toujours occupé du talent et de la vitesse d'exécution. Et je me rends compte maintenant que tout le monde se bat pour ça, quoi. Le talent et la vitesse. Alors, je me pose une question, Claude. Quand vous regardez aujourd'hui, avant que je clôt le chapitre sur la RDC, quand vous regardez la dernière CAN qui a eu lieu, vous en avez pensé quoi? Du niveau de la RDC qui s'est hissé jusqu'en demi-finale. Bah, je pense qu'ils ont raté, ils ont raté de très peu. Hein. Ils ont raté, comme souvent la RDC, à part sur le Chan qu'ils ont gagné 2 fois, non? Oui. Avec mon fidèle Santos, comme entraîneur, qui a été aussi un élément très important, pas que Santos, mais tout mon staff, enfin. Parce que tout seul, on n'est rien. C'est un truc qu'on ne répète pas assez, c'est-à-dire qu'on focalise toujours sur le sélectionneur. Effectivement. Mais un sélectionneur sans son staff, c'est rien, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait des choix de staff de gens formidables, quoi. Et on a toujours gardé une amitié, une unité de pensée. C'est moi qui décide, bien évidemment, mais moi, je suis toujours à l'écoute des réflexions des uns ou des autres. Toujours, je ne suis pas celui qui décide de tout. Après, s'il faut faire la synthèse de tout et décider, c'est moi. Mais un entraîneur, trop d'entraîneurs veulent toujours se la jouer comme s'ils étaient sur le monde et qu'ils... Voilà. Non. Un entraîneur sans son staff, sans ses joueurs, sans tous ceux qui sont chargés des équipements, tous les intendants, les kinés, les aides-soignants, enfin... Une équipe de foot, c'est beaucoup de monde. Et quelquefois... D'abord du collectif, comme les dirigeants qui veulent toujours tout récupérer sont ceux souvent qui sont les moins performants. Et ça toujours et c'est ça pour vous l'un des problèmes majeurs qu'on a en Afrique encore avec les équipes. On voit que les grandes nations en ce moment qui émergent sont celles qui ont des grands dirigeants. D'accord. Qui sont concernés par ce qu'ils font à la tête de leur fédération. Et aujourd'hui, vous verrez quel pays d'Afrique? Non, mais on voit le Maroc, ils font tout pour que leurs équipes soient toujours au plus haut niveau. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, qui sont des pays émergents. La Tanzanie, qui arrive petit à petit, on ne sait où, mais qui accorde des clubs maintenant de qualité, alors qu'il y a 15 ou 20 ans, on n'entendait jamais parler de la Tanzanie. Au contraire, les quelques bons joueurs tanzaniens venaient au TP Mazembe. Maintenant, ce sont eux qui recrutent les grands joueurs. Non, il y a beaucoup de pays. Le Nigeria. Souvent, je parle du Nigeria comme de la RDC. C'est-à-dire que si ce pays s'organisait un jour, mais qui pourrait battre le Nigeria sur le continent africain, avec les talents qu'ils ont, l'organisation. Moi, j'ai jamais voulu les prendre parce que ma femme ne voulait pas aller vivre à Lagos. Donc, j'ai toujours dit non aux propositions du Nigeria, mais quelquefois, je me suis dit, tu aurais peut-être dû y aller quand même parce qu'il y a un pays potentiel. Mais la RDC, c'est pareil. La RDC, c'est un potentiel incroyable. D'ailleurs, ça a été un des rares pays, la RDC, où les grands clubs locaux ont continué à être des grands clubs, où ils attiraient beaucoup de monde au stade. Le Daring, Vita Club, des SMP, et puis Mazembe, bien évidemment. Mais est-ce que vous pensez que l'équipe que vous voyez d'aujourd'hui peut avoir une chance au mondial si elle se qualifie? De l'RDC je pense qu'elle peut faire bonne figure. Ouais. Le sabre vous donne une bonne impression? Oui, je pense qu'il fait le job. Après, moi, je le connais pas assez pour... Non. Je le connais comme ça, parce qu'il a bossé avec certains de mes adjoints à un moment, et puis il a été l'adjoint de certains de mes adjoints aussi. Donc, mais je pense qu'il y a une certaine unité, une certaine permanence que dans les résultats. Alors, on peut toujours demander plus, mais il faut absolument qu'il se qualifie pour la Coupe du Monde, et c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais vous êtes sans doute le blond le plus africain au monde. À quand pour vous, un pays africain pourra gagner la Coupe du Monde? Vous y croyez? Vous pensez que ça peut arriver? Oui, mais ça va arriver. Ça arrivera un jour, c'est sûr et certain. Ah bon? C'est sûr, mais c'est sûr et certain. C'est sûr que ça arrivera.
Le Ghana n'a pas été très loin hein, en Afrique du Sud. Effectivement. Contre l'Uruguay, s'il n'y a pas de... Oui, mais l'histoire de la main et tout ça, avec Ghana, Asamoah Gyan, le penalty raté, enfin, je ne vais pas en bas. le Ghana n'était pas très loin parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est une équipe que j'avais un petit peu formée petit à petit. Et on n'avait pas gagné la CAN sur une demi-finale qu'on aurait mérité de gagner, mais une action de ce satané Samuel, il avait fait une action dans le match où il donne un ballon dans la profondeur et on perd 1-0, alors que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on avait battu le Maroc, le Nigeria, la Guinée, la Côte d'Ivoire. On a battu tout le monde et en ayant battu toutes ces équipes, on n'a pas été champion d'Afrique. C'est ça. Mais justement, on vous appelle le sorcier blond. Et ce mot sorcier en Afrique a toujours une connotation. Est-ce que comment vous avez réussi à cohabiter, parce que vous l'êtes forcément forcé en tant que sélectionneur, de cohabiter avec les fétiches, avec les marmiteurs. Voilà, tout ça, toutes ces croyances. Moi, j'ai été très clair dès le départ. Quand je suis arrivé au Cameroun, ils étaient intégrés dans les délégations. Ah, d'accord, oui. Donc j'ai dit à Isla, qui était directeur des sports, et au ministre, exceptionnel ministre, qui lui pensait qu'à l'intérêt de tout le monde, Ibrahim Mambo Joya, qui après est devenu le sultan Bamoun, je leur ai dit, moi, tous ces personnages-là, je les respecte et tout, mais dans les délégations, vous les oubliez. Moi, je veux mon staff, mes joueurs, un représentant de la fédération, un représentant du ministère, pour l'ASTA. Les délégations, plus elles sont légères, plus on est efficace. Vous savez ce qui... Vous avez fait des voyages aussi, vous. Quand vous avez 15 dirigeants qui accompagnent une délégation, qui ramènent des machines à laver, des téléviseurs, des trucs... Qui ramènent toute leur vie en voyage. Qui vous font perdre des heures au moment de l'enregistrement. Exactement. Tout ça parce qu'on est avec un avion spécial de la présidence et tout. C'est insupportable. C'est les joueurs qui attendent quelquefois, alors c'est pas toujours, mais c'est souvent comme ça. Donc, il est évident que tous ces gens, il faut qu'ils soient récompensés. Tous ces dirigeants, ils ont besoin d'être récompensés. Ils ont une importance. Mais ils ne peuvent pas faire partie d'un staff ou en dehors. Mais il faut que l'équipe voyage le plus légèrement possible, le staff, l'équipe, les quelques dirigeants responsables, et on avance. Les autres dans un autre avion, dans un autre vol. Mais moi, j'ai perdu quelques fois avec la... C'est avec l'RDC. C'est avec l'RDC qu'un jour ici a... Est-ce que je dis... Non, c'est avec la RDC qu'un jour ici, on a attendu des heures et des heures un ministre pour prendre l'avion qui n'est jamais arrivé. On a raté l'avion, il a fallu qu'on passe par Londres, Abidjan pour aller jouer au Ghana. Alors des joueurs ont quitté l'équipe parce qu'ils en avaient marre. Des joueurs pros nous ont laissé tomber et on s'est trouvé au Ghana pour un match de Coupe du Monde. Pour un match de Coupe du Monde, éliminatoire de Coupe du Monde. Et on a raté la qualif en Coupe du Monde à ce moment-là pour rien. Pour rien. Pour rien du tout, parce que déjà, je suis arrivé après le premier match où ils avaient perdu en Ouganda. Après, on n'a plus perdu un match, sauf un match au Burkina. On a battu tout le monde. On a fait 2 fois match nul contre le Ghana et un match à Koumassi contre le Ghana, préparé dans des conditions abominables, en passant par Londres, Abidjan, Accra, Koumassi. Tout ça parce qu'un ministre n'avait pas été capable d'être à l'heure pour prendre l'avion alors qu'on partait directement sur Accra. Ça avait été un enfer. Donc tout ça, bon, les choses s'améliorent, mais ce n'est pas encore parfait. Il faut que dans l'organisation, le football africain soit exactement au même niveau que tout. Il n'y a aucune raison que les équipes ne voyagent pas, ne soient pas préparées de la même façon. Aucune raison. Il faut se mettre à la disposition des joueurs. Et après, quand on est exigeant avec des joueurs, il n'y a pas de cadeau à leur faire. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas donner la possibilité aux joueurs d'argumenter en disant « vous avez vu comment on s'est préparé », ce qui est souvent le cas. Je vous rappelle qu'en RDC, avant un match contre le Cameroun, 1h15 avant le coup d'envoi, les joueurs étaient encore en train de chercher le Premier ministre pour le règlement de leur paix. Règlement de... Et vous aviez déclaré une fois même, je pense que c'était à la CAN 2006, que je pense que c'était face au Togo, vous avez dit que quand ils ont eu leur prime, qu'ils ont eu une confirmation de leur prime, ils vous ont dit « t'inquiète pas coach, on va gagner ». Et ils ont gagné. Oui, parce que les joueurs ont besoin d'avoir confiance. Ils ont besoin d'avoir confiance à un entraîneur, mais aussi ceux qui les dirigent aussi. Les dirigeants. C'est une communauté de pensée, c'est une communauté d'idées.
on est tous... C'est pour ça que je comprends, parce que les dirigeants, la plupart du temps, sont des gens passionnés de foot aussi. Bien sûr. Ils adorent le foot, donc qu'ils fassent tout pour aider le foot. Mais quelquefois, ils oublient un petit peu le football pour eux-mêmes. Pas tous, je ne fais pas d'amalgame, mais ça m'est quand même souvent arrivé d'être en bagarre, même avec des gens que j'aimais beaucoup. J'ai interdit l'entrée à un ministre du Congo-Brazza que j'aimais beaucoup à la mi-temps. Il voulait venir parler aux joueurs. Donc, avec tous les joueurs, on s'est mis derrière la porte pour empêcher... Parce que ce n'est pas seulement le ministre, c'est la cour qui a autour. Ah bah bien sûr, C'est lui, il s'est pas mis tout seul. Il y a beaucoup de courtisans un peu obséquieux qui sont là autour et qui ne servent strictement à rien. Si ce n'est à lui passer la brosse à reluire, à longueur de journée, lui dire qu'il est plus beau, plus grand, plus intelligent. Et ça n'apporte rien. Rien du tout. Ça n'apporte rien. Souleymane Sané donne le nom de son fils, le roi. En Afrique, vous savez que c'est un geste de reconnaissance, de fierté, de respect. Vous l'êtes? Oui, bien sûr, je suis fier, oui, bien sûr. De vous dire que finalement, vous êtes quelque part, oui, chez nous, c'est immortalisé. Mais il y en a beaucoup, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné au Cameroun, au Sénégal, au Congo, des gens que j'en rencontre quelquefois qui ont donné mon nom et mon prénom comme prénom. C'est-à-dire que... Oui, ça fait composer. Comme le roi. Mais le roi Sané... Mais le roi... Oui, moi je ne savais pas. C'est un jour un journaliste allemand qui m'a appelé pour me dire, vous savez que le roi Sané, parce que les journalistes disaient toujours lui, ouais, il prononce ça à l'anglaise, d'une façon... Il m'a dit, vous savez que... Alors j'ai appelé Sami Sané, effectivement, que j'avais déniché... au fin fond de l'Allemagne quand j'étais entré dans le Sénégal, que personne ne connaissait. Et il m'a dit, oui, j'ai voulu vous rendre hommage parce que personne n'a fait pour moi ce que vous avez fait et tout. Et ça me paraissait on ne peut plus naturel de vous rendre hommage à travers mon fils. Oui, donc ça m'a beaucoup touché, oui, beaucoup. D'accord. Et on se dit que toutes les bonnes choses ont une fin, puisqu'en 2021, vous raccrochez l'histoire avec le Togo après 4 ans, si je ne me trompe. 5 ans. 5 ans, de 2016 à 2021, effectivement. Toutes les bonnes choses ont une fin? Non, j'ai pas dit que j'avais fini. J'ai jamais dit que j'ai arrêté parce que ma femme est tombée gravement malade. D'accord. Donc j'ai tout quitté pour m'occuper d'elle et pour être près d'elle dans tout son parcours médical, sa chimio, où elle était vraiment quasiment condamnée finalement. Touchant du bois. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est un pur miracle, vraiment, c'est un pur miracle. Donc j'ai arrêté là. Et c'est ce qui me gêne, c'est que moi, je n'ai jamais dit, je mets un terme à ma carrière. D'accord. Donc aujourd'hui, vous pourrez reprendre un club? Je pourrais reprendre. Ok. Je pourrais faire une dernière expérience. C'est possible. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais je crois qu'il y aura encore un petit quelque chose qui se passera. Quel a été, dans tous ces pays que vous avez été sélectionné, lequel vous a le plus marqué? Le prochain. C'est bien joué, pour ne pas léser. Et qu'est-ce que vous retenez? Mais vraiment, moi, j'ai adoré. Parce que, bon, on n'a pas que de l'Afrique. Ensuite, un Adoman, ça fait 40 ans qu'il rêve de gagner la Coupe du Golfe. On gagne la Coupe du Golfe contre l'Arabie Saoudite, qui était le pays impossible à battre. Donc, c'est 2 jours fériés, c'est une reconnaissance incroyable. Enfin, bon, la Malaisie, la Chine, d'un club de 2e division, on arrive en tête en première division chinoise avec 50 000 personnes à chaque match dans le stade. Enfin, moi, j'ai eu des aventures extraordinaires. La Malaisie, j'y suis allé parce que j'avais rencontré le prince héritier lors d'une conférence et que ce pays... Des amis m'avaient dit que c'était une telle beauté, donc j'ai eu envie d'aller en Malaisie. Et puis ça a été génial pendant 2 ans. Ma femme dirigeait le service d'information à l'ambassade. Okay. Donc partout où je suis allé, à Cambridge pour quelques semaines pour sauver ce club, quand j'ai signé comme conseiller au Milan AC. Bon là c'était le plus court parce que je me suis rendu compte très vite que j'étais payé à rien faire et que je ne supporte pas d'être payé à rien faire. C'était un cadre prestigieux, mais me balader, ça ne correspondait pas à ma... Moi, j'ai besoin du terrain, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez gagné plus en sélectionneur ou en joueur? Quoi, d'argent? Oui. Ah, j'ai pas demandé les chiffres. Plus en sélectionneur, oui. Ah oui, je m'en souviens. Oui.
Oui, oui. J'ai gagné. Oui, sélectionné, oui. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Là. En Chine, un agent m'appelle pour me dire il y a un club de Shanghai, moi, grand, immense, qui vous veut absolument. Je suis un petit peu sceptique, mais c'était deux grands agents, un agent chinois et un agent français. J'ai dit, ah bon, ils me veulent absolument. Et est-ce que ça vous intéresse? Je dis oui, moi j'ai lu beaucoup de bouquins sur la Chine, je suis fasciné par la Chine, j'aimerais découvrir ce pays. Et donc, ils me donnent rendez-vous à Paris, à l'ambassade de Chine, pour le visa et tout. Et on arrive à Roissy, et l'agent, ce grand agent, qui m'avait rien dit, il me dit ben, je vous laisse y aller parce que. J'ai bien entendu, mais vous me faites venir. Et il dit non, mais tout est organisé. Je prends l'avion, je me retrouve à Shanghai le matin, ils me font visionner dès l'arrivée à l'aéroport, avec 10 heures de vol, 3 ou 4 heures de casse-tête à l'époque, pour voir les vidéos de l'équipe, Et puis, moi, je dis ce que je pense, sur ce que j'avais vu, sur ce que je voyais de l'équipe de la saison précédente en Ligue 2. Et donc, la conférence de presse commence, et puis le président annonce que probablement on va trouver un accord. Mais j'ai dit, mais on n'a pas discuté de quoi que ce soit. Non, mais le contrat, il est prêt et tout. Et il me présente un contrat. Ah, ok. Et un contrat où les chiffres sont ceux que moi, je n'avais jamais osé demander. D'accord. Et je regarde, je dis, mais c'est incroyable, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça. Et l'agent chinois qui était là, Fan, dit, mais je vous expliquerai après. Donc on fait la conférence de presse, on se retrouve après dans le bureau du président, M. Xu, qui était le patron de Cosco, c'est les plus grands armateurs au monde. C'est les bateaux, on voit des bateaux Cosco partout dans le monde. Le club s'appelait Cosco d'ailleurs. Et j'apprends là que 3 jours avant, donc c'est pour ça que j'ai compris pourquoi l'agent m'avait laissé tomber, Claude Puel était venu, avait négocié avec eux, puis au dernier moment, il s'était pas mis d'accord. Donc c'était ses conditions à lui. Qu'on vous a directement. Où j'ai gardé le prénom, Claude, et ils ont juste changé. Ils ont changé le nom. Quel bâtard. Donc c'était comme ça que j'ai signé un des plus gros contrats de ma carrière, en y étant pour rien, c'est parce que c'était pas du tout moi qui ai négocié ce contrat. Effectivement. Ça m'était pas signé, donc c'était pas du tout moi qui voulais en premier, c'est un mensonge pour me flatter, mais tout flatteur nuit à celui qui l'écoute. C'est clair. Et c'était... bon, j'ai compris très vite après que c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois Claude, maintenant, je dis, je ne te remercierai jamais assez. C'est sûr. Ah non, pour le coup, ça c'est sûr. Alors, donnez-nous, on est dans les faces à vous-même, donnez-nous un avantage de la célébrité. Un seul. Un avantage de la célébrité, ça dépend comment elle est perçue. C'est-à-dire que moi, davantage, bon, c'est la gentillesse des gens à votre égard. Moi, partout où je vais, bravo pour ce que vous avez fait pour votre carrière. Les gens oublient très souvent l'Asie, tout ce que vous faites pour le continent africain. Merci beaucoup. Tout ce qui est les remerciements, mais que ce soit des Africains ou des Européens. Donc, c'est ça, c'est la gentillesse des gens à mon égard. Et puis, je peux dire que quand on est connu, dans un restaurant, partout, n'importe où, les gens font tout pour vous mettre dans les meilleures conditions. Moi, je n'utilise jamais ça, mais bon, quand j'arrive, c'est ce que je verrai que j'ai un visage reconnaissable. Et donc, les gens viennent vers moi en disant, vous désirez, vous voulez quoi et tout. C'est vrai, avec moi, les gens sont d'une gentillesse, sauf une exception. Une exception, c'est qu'il y a une grande chanteuse en France qui s'appelle Nolwenn Leroy, dont le papa était footballeur professionnel. Elle est la gagnante de la 2e Star Academy. Avant, je sais pas, qui semble-t-il l'a abandonnée. Et un jour, je me promène dans Paris et j'entends « Salaud, Leroy, mais pourquoi tu t'es fier d'avoir abandonné ta fille ?» On a pensé que c'était nous. C'est pas vrai. Parce que son père, je connais bien parce que j'ai joué contre lui. Mais moi, je n'avais pas du tout... Parce qu'elle a gardé le nom de sa maman. Oui, effectivement. Elle n'a pas pris le nom de... Elle n'a pas pris le nom... Déjà, d'ailleurs, l'histoire qu'elle avait racontée dans ce jeu. Je ne citerai pas le nom de son père, que je connais parfaitement.
Et j'ai essayé d'expliquer que moi, j'étais... Pour rien, c'était pas moi, c'était pas ma fille, Nolwenn Leroy. Et donc un jour, je lui ai dit, je me suis fait engueuler à cause de toi, je me suis fait insulter parce que je t'avais lâchement abandonné. Donc quelquefois, des gens font des méprises comme ça, mais c'est arrivé une fois. C'est arrivé. Ça que j'ai retenu. Mais autrement, c'est pas la célébrité, je pense que c'est... Moi, la célébrité, je m'en fous un peu, franchement. C'est la reconnaissance, c'est cette gentillesse dont les gens me témoignent partout, mais partout. C'est incroyable. Sur le continent africain, des pays où j'ai jamais travaillé, mais à mon égard, c'est pareil. C'est absolument incroyable. Effectivement. Les gens qui m'accompagnent quelquefois dans des voyages me disent, mais on ne se rendait pas compte que c'était à ce point-là. C'était le président qui m'avait invité à faire un voyage au Cameroun. Et puis après, on est parti au Bénin et tout. Il me disait, mais je savais que tu étais populaire, mais à ce point-là, je ne pouvais pas imaginer que tu avais une telle popularité. Il dit, quand il voit Emmanuel Macron et Claude Leroy, certains disent, mais qui est-ce qui est à côté de Claude Leroy? En riant. Ouais. Vos plus belles rencontres dans le métier? Je ne vais pas vous dire la prochaine, mais... Non, là, je la prends. Ma plus belle rencontre ma plus belle rencontre au départ, c'est ma femme. Oui. Mais dans le métier? Mais dans le métier, j'en ai tellement de... Mais vraiment, j'ai eu tellement de belles rencontres, quoi. Tellement de rencontres grâce au foot, parce que des gens étaient dingues de foot, mais... Non, voilà. Non, mais tous, c'était mon premier président à Évreux, M. Lureau, qui a été quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Tous les entraîneurs exceptionnels que j'ai eus, Albert Batteux, qui est peut-être le plus grand entraîneur français de tous les temps, avec Didier, Michel Le Millinaire, des entraîneurs qui m'ont accompagné, qui ont été des guides, qui ont été des pédagogues et des instituteurs d'une école où je me suis assis sur leur banc, quoi. Puis j'ai essayé d'amener ma propre personnalité. Tous les joueurs qui sont mes amis, enfin que je rencontre. D'accord. Bon, alors du coup... Pour un personnage comme Pape Diouf qui disait toujours le seul... Pape, il disait toujours le seul entraîneur blanc dans le monde à qui je donne la nationalité africaine, c'est Claude Leroy. Et une belle décoration que vous avez reçue de George Weah au Libéria. Ouais. Une très belle décoration. Et du président Biya au Cameroun aussi. Et du président Diouf au Sénégal. Et du sultan Qaboos à Oman. Enfin, j'ai eu cette chance d'être reconnu et décoré. Et le président au Togo avait fait un passeport diplomatique avec la nationalité togolaise. D'accord. Ouais. Donc tout ça, ce sont des souvenirs que vous gardez à vous. Oui, ce sont des souvenirs. C'est une accumulation de souvenirs. C'est ce que je vous dis. Le mot gentil, il est quelquefois tourné en désuétude et tout, mais c'est important d'être gentil. C'est important d'avoir bon fond. Moi, je suis quelqu'un qui peut gueuler par moments, mais je sais que sur le fond, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Bah, de toute façon, de tout ce que les gens ont pu dire sur vous, effectivement, ça se ressent d'ailleurs. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à une personne qui rêverait d'avoir une carrière comme la vôtre? Les clés de la réussite, selon Claude Leroy, ce sont lesquelles? Moi, c'est ce que je dis quand je fais des conférences aux entraîneurs. Je leur dis, soyez vous-même, mais surtout, n'ayez jamais peur d'être remis dans un avion. Sous prétexte de se préserver un job et tout, n'acceptez jamais la moindre compromission avec qui que ce soit. Ne rentrez pas dans les magouilles. Moi, j'ai révélé les plus grands joueurs au monde. J'aurais pu gagner des milliards. Jamais je suis rentré dans une magouille, l'argent sur quoi que ce soit et tout. Or, aujourd'hui, il y a des entraîneurs, j'ai eu des témoignages de joueurs qui cherchent à être un peu agents, à trouver des trucs et tout. C'est une catastrophe. On ne peut pas mélanger. Quand on est entraîneur, il faut être exigeant sur son contrat. Mais pas essayer de gagner 1 franc CFA, 1 dollar, 1 euro en dehors de son contrat sur le dos des joueurs. D'accord. Donc je dis toujours aux joueurs, aux entraîneurs,
N'ayez pas peur d'être mis en... Soyez vous-même, allez jusqu'au bout de vos idées. C'est peut être bateau de dire ça, mais il vaut mieux toujours mourir avec ses idées que vivre avec celles des autres. Toujours. Et Canal+, par contre, ça continue toujours. Oui, ben attends, c'est une vieille... Une vieille maison. C'est une vieille complicité. Oui. À l'époque, j'ai été numéro 1 sur Canal+, souvent dans toutes les grandes... pour tous les grands matchs et tout. Grâce à Charles Bietoui, grâce à Michel Denisot. On parlait des personnages qui ont beaucoup compté dans ma vie. Ils en font partie, Charles et Michel. Mais oui, j'aime cette maison. Bon, on peut contester maintenant certaines directions politiques du groupe. Moi, je veux pas tout mélanger. Moi, je suis là pour m'occuper d'être dans le domaine du sport, qui n'empêche pas d'être attentif à tout ce qui se passe en dehors. Mais c'est au moins, moi, je suis assez fier quand Canal fait beaucoup de choses pour le continent africain. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il valorise le sport sur ce continent africain. Et on a fini là au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, la première partie du Trophée des Académies, effectivement. Dont la finale aura lieu au mois d'octobre au Bénin. J'espère que des pays comme la RDC seront concernés et feront des efforts pour que des académies dans ces pays participent aux prochaines éditions, parce que ça a été une aventure formidable, là, qui valorise les jeunes de ce continent, et où on a suivi autant le domaine sportif que dans le domaine éducatif, donc sur le comportement. Donc moi, c'est ce pourquoi je me bats. Le foot, être entraîneur, c'est pas former que des footballeurs, c'est former des hommes. C'est pour ça que moi, je parle jamais des enfants. Mais les enfants, c'est... Vous soyez un père pour eux. Vous appelez Mais ce sont des adultes, souvent même très jeunes, ils sont en charge de famille. Souvent, ils ont des enfants eux-mêmes. Donc, il faut arrêter d'avoir une attitude comme ça. Les infantiliser. Oui, complètement infantile. Non, il faut leur parler comme à des gens responsables. Et plus on leur parle comme à des gens responsables, plus ils se responsabilisent eux-mêmes. Voilà, mes chers téléspectateurs, regardez avec nous ce dernier extrait avant que nous clôturons avec votre dernière partie préférée. Confiez-nous tout avec Claude Drouin. À tout de suite. I'm not even going to ask you about the marking as a former central defender. Here's Lualua, and Buta to one side of him. Decides to slip it to the other side, surely for the lead. Oh, yeah. They deserve it, and they have it. And it's Mabi for the Democratic Republic of Congo. And Claude Loa has the biggest smile in Africa. The outsiders have the lead on the stroke of half-time. And finally we have a goal, and look at it. Confiez-nous tout. Dans cette partie, Claude, on va plus s'attarder sur toi. Tu me diras, on parlait déjà de toi, mais bon, de toi, d'une autre manière. Tu fais quoi de ton temps libre, du peu de temps libre qui te reste? Mon temps libre, je lis beaucoup. J'écris. Je regarde la télé beaucoup, tous les matchs, tous les sports. Ah, tous les sports. Tous les sports. Oui, je pense que je suis assez encyclopédique. Je peux parler de beaucoup de sports parce que j'aime beaucoup de sports. Hormis le foot, qu'est-ce qui vient en deuxième position? Je pense le cyclisme. Ah, d'accord. Parce que je suis breton. En général, les Bretons sont des billes de foot et de cyclisme. Mais j'adore le rugby, j'adore le basket. J'adore l'athlétisme. J'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune. J'ai fait des grosses performances quand j'étais cadet et junior. Donc, oui, je pense que dès qu'il y a un sport à la télé, je m'y intéresse. Et là, ça rend ma femme un peu dingue en me disant, mais comment tu peux... On vit dans ça. Comment tu peux... Donc, elle a un salon où elle lit, où elle est dans son univers à elle, et moi, j'ai le mien où je peux regarder tout ce que je veux en termes de sport. D'accord. Plat préféré? Plat préféré? Les coquillages, la langouste. J'adore oui, les choses assez simples.
Tu as réussi à te familiariser avec Le ndolé, voilà, la gastronomie le africaine? poulet yassa, Mhm. les tiboudiennes. C'est ça. Oui, 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 j'aime bien, oui. Ah, ok, d'accord. Pas quand c'est trop épicé. Mm. J'aime bien un tout petit peu, mais autrement, ça m'arrache la tête, quoi. D'accord, ok. Je vois, j'ai des amis. J'avais une amie, paix à son âme, Elisabeth Senghor, qui était la nièce du président Senghor, Mhm. qui travaillait à la francophonie, qui est morte du Covid dans un mariage terrible au Sénégal, qui, elle, bon, on mangeait souvent ensemble, avec son mari et tout, et elle arrivait toujours avec son piment, ainsi que même les piments les plus forts n'étaient jamais assez Elle forts et mais tout. c'était pas assez. Et je la voyais prendre du piment. Mais moi, 1 milligramme de ce qu'elle mangeait, ça me mettait la bouche en feu, mais quand je pense piment, je pense toujours à Elisabeth. Ouais. D'accord, ok. Boisson de prédilection? Boisson préférée? Alors là, sans aucune comparaison possible, le champagne. Le champagne, ok. C'est-à-dire que je ne bois jamais d'alcool fort, Mhm. jamais. Je bois un tout petit peu de vin, je bois beaucoup, beaucoup de thé vert, Ouais. ou de tisane, ou de moringa, des choses la africaines. moringa, oui. Mais le champagne, oui, je peux me damner pour le champagne. Hein. D'accord, ok. Ta couleur où tu te dis que ça te va le mieux? Ta playlist du moment à 2 sons. C'est toujours les mêmes, ceux dont je parlais tout à l'heure, et puis Nina Simone, Ismaël Louis Sundour, des vieux copains. Manu Dibango, qui lui aussi est parti à cause mais Elvis. Et en France, j'ai toujours eu un petit faible pour Johnny. D'accord. Si tu devais faire une autocritique, donne-nous une qualité à laquelle tu te reconnais avoir et un défaut que tu aimerais changer. Une qualité, je laisse ça aux autres. Ah non, mais on se reconnaît toujours. Bon, alors, quelle est la Non, qualité une qualité, je pense que je suis authentique. Voilà. Le défaut, c'est que il peut m'arriver de m'énerver inutilement. D'accord. Un peu colérique. Pas colérique, mais quelquefois je m'énerve sur un truc où j'ai l'impression que les gens vont pas assez vite, comprennent pas et tout. Et je dis, mais chacun, on est tous différents. Pourtant, je cultive la tolérance en permanence, mais je l'oublie un petit peu. D'accord. Quelle est la chose dont tu ne peux pas te lasser? Le foot. Ton plus grand regret? De ne pas avoir gagné plusieurs Coupes d'Afrique supplémentaires, ce qui aurait pu se faire avec la RDC, de plus avec le Sénégal, de plus avec le Cameroun, avec le Ghana. Parce que je vois peu de choses, j'ai fait quand même 9 phases finales de Coupe d'Afrique. J'ai toujours ce record. Les records sont faits pour être battus, mais ça s'est joué à très peu de choses. D'accord. Une finale perdue au tir au but, une demi-finale perdue bêtement. Là, il faudra pas de chance. Oui, non, mais bon, si. C'est que... Une blessure inoubliable? Tu en gardes une? Oui, moi j'ai eu une très grave blessure au dos quand j'étais joueur avec Laval, où en marquant un but contre Metz, André Ray, qui était le gardien de l'équipe de France, Deschamps est arrivé en retard, il faisait 1m90, 90 kg. Avec son genou, m'a percuté sur les vertèbres lombaires L3, L4, et j'ai été comme paralysé pendant quelques jours. Les neurologues ont dit que ma carrière était terminée. Un neurologue très intelligent m'a même dit à Rennes, chez moi pourtant en Bretagne, oubliez le football, j'espère que vous pourrez remarcher normalement. Et 8 mois après, je lui ai envoyé une petite cassette à l'époque de mon premier match à nouveau en D1 pour lui montrer à quel point son jugement avait été intelligent, quoi. Mais ça a été une blessure terrible. Pendant un mois en rééducation fonctionnelle aux plages de Mont, chez un ancien joueur professionnel qui était docteur, Yves Le Floch, qui m'a sauvé à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout? La vérité. Qu'est-ce que tu détestes au plus haut point? Le mensonge, la prétention, les dictateurs. Les dictateurs. Quel est le pays que tu n'as pas encore visité? Je me demande mais que tu aimerais? Alors c'est
très, très étonnant. Je crois que j'ai fait... Je crois que quelqu'un a calculé tout, pas loin de 180 pays dans le monde. J'ai fait les 54 pays d'Afrique. Ok. Je suis un des rares. C'est Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud. Je n'avais pas fait les Comores pendant très longtemps, et puis en quelques années, j'y suis allé 3 ou 4 fois. Ah, ok. Et c'était un des derniers pays où j'étais jamais allé en Afrique. Mais alors, ma femme est américaine, que je suis allé partout en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. Je ne suis jamais allé au Canada. Jamais. Ah ouais, je suis étonné par ça. Jamais. Oui, oui. Donc, t'aimerais bien, on peut dire. Donc, j'aimerais bien aller un jour à Montréal. Ouais. Ok. Ouais. Si tu avais une baguette magique, quel serait ton souhait là, à l'instant, sans réfléchir? La paix dans le monde. La paix dans le monde, tout de suite. Tout de suite. Qu'il n'y ait plus une personne qui meurt bêtement. Parce que pour faire plaisir à des autocrates imbéciles. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque? Je pense que je serais très, très inélégant de dire qu'il me manque quelque chose. Parce que s'il me manque quelque chose, j'ai tellement eu de chance. J'ai tellement de chance. On est conscient? Ah, j'ai jamais banalisé ça, mais j'ai toujours expliqué à mes enfants. Quand vous faites de votre passion votre métier, à ce niveau-là, c'est le plus grand des privilèges. Moi, je suis né avec la poche des os de ma mère sur la tête. En Bretagne, ça veut dire être né coiffé. C'est le signe de la chance éternelle. En Bretagne, les vieilles du village, à Beaubriac, venaient me toucher en disant « Toi, tu portes chance ». Donc, je me suis toujours persuadé que j'avais de la chance. Et, chose la plus drôle, c'est qu'à ma première conférence de presse en Chine, on m'a demandé mon nom, j'ai dit « Le Roi ». Et ils avaient l'air de dire « Non, mais il nous raconte n'importe quoi ». Et à un moment, l'interprète me dit « Mais vous savez pourquoi? C'est parce que le roi, il pense à qu'on avait donné une signification chinoise à mon nom, qu'on m'avait donné un chinois. Okay. Et les journalistes ont demandé « Mais votre nom ?» Je disais « Mais le roi ». Le roi, ça veut dire en chinois. Quand on vous dit le roi, ça veut dire chance éternelle. Comme quoi? J'aurais appris 2 mots de chinois. Vous avez gardé des mots des pays que vous avez fait, par exemple le Galal, en Cameroun et tout ça? Oui, mais bon, un petit peu comme ça. Oui, quand même. Oui. Ben. Il faut. Selon toi, qui mérite le Ballon d'Or? Qui mérite le Ballon d'Or cette année? Le Ballon d'Or mondial ou le Ballon d'Or? Non, le Ballon d'Or mondial, pas africain. Moi, bien évidemment. Bon, je pense que ça va jouer entre Ousmane et Yamal. Et dans ce cas de figure-là? Je crois que Yamal a été éblouissant, mais disons qu'il est très jeune. Alors, laissant la chance à Ousmane, comme j'ai dirigé Paris Saint-Germain, bien évidemment, mais moi, je suis un des rares en France qui adore quand l'Olympique de Marseille réussit. Parce que je pense que pour le football français, il n'y a rien de mieux que quand il y a 2 grands clubs à Marseille et à Paris. Ils ont encore été battus hier, après 3 matchs. Ils se retrouvent à 6 points du Paris Saint-Germain. Je dis, mais c'est pas possible. Il faut D'ailleurs, j'ai une bonne relation avec Pablo Longoria. Je vais l'appeler pour lui dire qu'il faut qu'ils apprennent tous à se calmer dans ce club. Ils sont trop excités, tous. Pour un oui, pour un non, ils ont des expulsés, c'est la tempête. Il faut qu'ils apprennent un peu la sérénité, parce que le football français s'enrichit quand il y a des grands clubs partout, mais surtout à Marseille et à Paris. Alors, donc Yamal, c'est un génie. C'est un génie, mais Ousmane a la chance qu'il n'ait pas gagné la Ligue des Champions et qu'il n'ait pas fait la Coupe du Monde des clubs, qu'il n'ait pas gagné la Super Coupe. Donc je pense que ça va jouer à peu de choses, mais allez. Dembélé, quoi. D'accord. J'ai 2 dernières questions taquines et on part. Ah oui, c'était les 2 dernières, mais là, je ne peux pas les laisser. La première, je sais qu'on va me crucifier. Ouais. La première, Chancel Mbemba mériterait-il sa place pour la CAN, n'ayant pas eu un club pendant une année? Là, je parle d'expérience. Moi, j'ai découvert, encore un que j'ai découvert, une étanchéité dans un petit club du tout de Keene. Ce qui se passait lui à Marseille, quand on voit les performances de Balerdi,
que Chancel, depuis 1 an, n'a plus joué et tout. Enfin, j'ai toujours pas compris. Bon, je l'ai appelé. On en a souvent parlé. C'est absolument incroyable le traitement qu'il a subi. J'ai toujours pas compris. Et ça, c'est marrant. J'en ai pas parlé avec Pablo Longoria de ça. Mais s'il est en forme, bien évidemment, ne serait-ce que comme grand frère, il mériterait probablement d'être dans le groupe. Moi, je suis plus sélectionneur de mais s'il est en forme physiquement, je pense que c'est quelqu'un de tellement positif pour un groupe qu'il faut toujours lui faire confiance à Chancel. D'accord. Alors maintenant, la dernière question, et celle-là, c'est pour les fâcheux. Je sais que je vais m'attirer la foudre de tous. Claude Deroy, entre Samuel Eto'o et Didier Drogba, qui, selon vous, a été le meilleur footballeur? Ah ben, sans aucune discussion possible, Samuel Eto'o. D'accord. Mais je n'hésite pas, un milliardième de seconde. Ok. Humaine, à tous les points de vue. Hein. À tous les points de vue. À tous les points de vue. C'est un réel plaisir de vous avoir dans cette émission, entre nous, qui touche à sa fin. Merci. Vous êtes une personne avec un grand cœur qui, au final, a accepté de venir dans cette émission et qui a parlé comme on ne l'a jamais vu d'entre nous, mais c'est ce qu'on aime aussi ici, c'est quand vous vous dévoilez. Je rappelle aux gens que votre livre, Claude Deroy, Le sorcier blond, est toujours disponible, bien évidemment. Là, vous avez l'habitude de commander, que ce soit Amazon, à la Fnac, partout. Il est disponible, c'est 400 pages, mais 400 pages pour les amoureux du football, ou encore les amoureux de sa personne. Vous allez en découvrir des choses que moi-même, je me suis posé. Ah ouais, c'est vrai? Ben, je ne vous dis pas tout, sinon il n'y a plus d'intérêt. On voulait aussi vous offrir un cadeau, ah oui, par notre partenaire. Les piments copimentés, c'est totalement congolais. Donc, il a tenu à ce que... Les piments? Oui, ben, ils ont, oui, justement, c'est pour ça que je n'avais pas le dire. Ils sont c'est made in Congo. Et donc, c'est copimenté, voilà, c'est Merci beaucoup. On n'était pas venu les mains vides. Ça va vous rappeler un peu les saveurs d'aller le C quand vous y étiez. Non, on s'était vu aux soirées du football africain. Absolument. Effectivement. J'ai adoré ce pays. J'ai adoré. Il y a une émergence, il y a une ébullition intellectuelle. Tous ces petits groupes de musique, tous ces comédiens, tout ça. Et les artistes. Il faut découvrir King, il faut se perdre dans King. Vous avez côtoyé le nouveau, vous êtes déjà vu avec le nouveau président, du coup, enfin, le président actuel? Non. Non. Le président Oui. Non, ok, d'accord. J'ai jamais. Quand j'étais là-bas, il émergeait à peine. Son père était encore, quand on se rappelle de son père, marchant le long d'une piscine, au moment d'une campagne électorale. D'accord. Est-ce que vous aurez un dernier mot? Quelque chose qu'on doit retenir? 2025 fini, 2026 s'ouvre, quelques projets à venir. Oh, vous nous avez déjà dit que vous écrivez des livres. Bon, de ça, je vous l'accorde. Mais encore. Entre nous? Non, est-ce que vous aviez un dernier mot? Non. C'est révélation spéciale. Oh. Non, merci. Merci de m'avoir, vraiment merci de m'avoir accueilli. Ça a été très sympa. Je pense vous avoir dit les choses telles que je les ressentais, telles que je les vis, Et c'est fait. Et puis en se disant que peut-être qu'un jour, il va y avoir à nouveau une petite partition qui va se jouer rapidement au bord d'un terrain encore. Il a laissé. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a laissé la porte ouverte. Il a dit peut-être que ça peut encore arriver. Parce que je n'ai jamais dit. Il avait dit que c'était fini, effectivement. Je ne l'ai jamais dit. Et bien voilà. Alors, on tient à remercier toutes les personnes qui vont regarder cette émission. On remercie bien évidemment la production. C'était Michel Combé pour ces belles images. Le studio se trouve bien évidemment à Saint-Ouen, le seul et le meilleur studio que vous trouvez ici quand vous n'avez pas un lieu où vous ne savez pas, et bien vous avez du matériel de professionnel qui vous attend à Saint-Ouen. Donc, merci à vous, Michel Combé. À toutes les personnes qui m'ont assisté, Tati Kincha et encore Paul, merci à vous. Restez scotchés, restez branchés sur ces directs, bien évidemment, et sur Ingrid Kabongo TV. Merci pour tous vos likes, tout ce que vous avez l'habitude de faire et les commentaires. Ce sera super. Cette année, on va la terminer avec brio, comme je dis, et les 100 sont en téléchargement, j'en suis certaine. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo et Claude Leroy, le sorcier blond, restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.